Je m'arrête devant le salon privé du Cypress Room, mes doigts se resserrant autour de la boîte soigneusement emballée dans ma main. À travers le verre dépoli, j'aperçois des bribes de ma famille, déjà assises à la longue table. Le léger tintement du cristal coûteux traverse la porte, tandis qu'un serveur verse du vin. 8 ans. 8 ans à répondre à chaque appel, à résoudre chaque crise, à vider mes comptes à leur moindre besoin. Ce soir, il s'agit de leur montrer que tous ces sacrifices en valaient la peine. Que j'en vaux la peine. Je lisse ma robe noire, prends une profonde inspiration, et pousse la porte. Ma mère, Eleonora, est assise majestueusement à un bout de la table, son regard critique se posant sur moi immédiatement. Ses lèvres se pincent légèrement, alors qu'elle évalue mon apparence, cherchant des défauts à souligner plus tard. À côté d'elle, mon frère aîné, Preston, affiche un sourire narquois dans son verre de vin, la même expression supérieure qu'il arbore depuis notre enfance. Mon plus jeune frère, Spencer, lève les yeux de son téléphone, son visage se composant en une expression de joie qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Camille. Tu as enfin décidé de te montrer. Seul mon père s'illumine sincèrement à mon arrivée. Harrison Collins se lève, les bras ouverts, son sourire s'élargissant en apercevant le cadeau dans mes mains. Voilà ma fille, dit-il chaleureusement. Je fais le tour de la table, hochant la tête aux autres avant d'atteindre mon père. Joyeux anniversaire, papa. Son étreinte est forte, sincère. Pendant un instant, je crois que ce dîner pourrait être différent. Que ce soir, enfin, tous mes efforts seront reconnus. Que je serai vu comme plus que leur simple distributeur automatique de billets. Je lui tends la boîte emballée. C'est pour toi. Tu n'aurais pas dû m'offrir quoi que ce soit, Camille, dit-il, mais ses yeux s'illuminent. Je me glisse dans la seule chaise vide, en bout de table, en face de ma mère, isolée. Un frisson me parcourt. Même la disposition de nos sièges le montre clairement, je ne fais pas vraiment partie de leur unité. Le serveur apparaît à mon coude. Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire, mademoiselle? Oui, je vais prendre. Elle prendra le vin blanc maison, m'interrompt ma mère, avec douceur. Camille n'a jamais su faire la différence entre les vins. Je force un sourire. En fait, je vais prendre le Cabernet. Le millésime 2018, s'il vous plaît. Le sourire d'Eleonora se crispe. Ça doit être agréable, d'avoir un revenu disponible, sans de vraies responsabilités, comme des enfants. Le nœud familier se forme dans mon estomac. Je suis à cette table depuis moins de 5 minutes. J'aimerais commander un deuxième apéritif pour la table, dis-je, en changeant délibérément de sujet. Preston lève les yeux au ciel. Bien sûr que tu le ferais. Toujours à te faire remarquer. Je repense à ma première prime, en tant qu'analyste en investissement. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'université, fier de moi d'avoir décroché un poste dans une entreprise prestigieuse. Ces 10 000 € devaient servir à démarrer mon portefeuille d'investissement, un pas vers la sécurité financière. Puis est venu l'appel hystérique de ma mère. La banque va nous saisir, Camille. Nous allons perdre la maison. Ton père est trop fier pour le demander, mais nous avons besoin d'aide. Le soulagement que j'ai ressenti après leur avoir viré l'intégralité de la prime fut immédiat. Leur gratitude semblait sincère. J'étais l'héroïne. La responsable. Celle qui résout les problèmes. Julien a vu clair avant moi. Il t'utilise, Cam, a-t-il dit un soir, après que j'ai annulé notre dîner d'anniversaire pour sortir Preston d'un autre pétrin financier. Ce schéma ne s'arrêtera pas, tant que tu ne l'arrêteras pas toi-même. J'ai balayé ses inquiétudes. La famille d'abord, me suis-je dit. 3 mois plus tard, il était parti. De retour au présent, Spencer régale tout le monde avec une histoire sur sa dernière petite amie. Elle est complètement folle de moi, dit-il, en me faisant un clin d'œil. Il y a des gens qui comprennent tout de suite, tu sais? En parlant de comprendre, intervient Preston, papa t'a parlé de ma nouvelle opportunité d'investissement? Ça va être énorme. Je remarque qu'ils boivent tous les deux le Cabernet coûteux que j'ai commandé. Preston prend une longue gorgée délibérée, tout en me fixant du regard, sachant pertinemment que c'est moi qui paie l'addition. Le dîner se poursuit jusqu'à l'échange des cadeaux. Preston offre à papa un ensemble d'outils de barbecue génériques, encore dans l'emballage en plastique du magasin. Parfait pour les barbecues du dimanche, dit-il fièrement, comme s'il avait offert quelque chose d'extraordinaire. Le cadeau de Spencer est, comme on pouvait s'y attendre,
narcissique, une photo encadrée de lui-même avec papa, à un match de baseball l'année dernière. Un match auquel je n'étais pas invité. Pour se souvenir de notre journée spéciale, dit Spencer, les yeux grands ouverts d'une innocence fabriquée. Quand papa déballe mon cadeau, la montre Hamilton vintage des années 1950, que j'ai passé des mois à chercher, la pièce devient silencieuse. Elle est magnifique, son boîtier en argent scintillant sous les lumières du restaurant, le bracelet en cuir souple et riche. Camille, murmure mon père, les yeux humides. C'est trop. Je ressens une bouffée de fierté, suivie immédiatement d'un frisson en remarquant le visage de ma mère qui se durcit, le ressentiment se gravant plus profondément dans les rides autour de sa bouche. Eh bien, dit Eleonora, un sourire cruel jouant sur ses lèvres, je suppose que quand on n'a pas de mari ou de famille à charge, on peut se permettre d'acheter tout ce qu'on veut. La table se tait. Ce n'est pas juste, maman, dis-je, la voix tremblante. Pas juste? Elle rit légèrement, un son cassant. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont tu étales ton argent. Tu l'utilises pour nous faire nous sentir petits. Tu essaies d'acheter l'amour de ton père. J'ai payé pour son opération. Les mots jaillissent avant que je puisse les retenir. C'est moi qui paie pour tout ce dîner. Et voilà, la voix d'Eleonora s'élève. Toujours à compter les points. Tu veux savoir la vérité? Tu es pathétique. Tu es une femme seule et amère. Et tu veux savoir pourquoi? Tu ne fais même pas partie de cette famille. Je me tourne désespérément vers Preston, implorant silencieusement son soutien, une reconnaissance de l'injustice qui se déroule. Il détourne délibérément le regard, un sourire narquois aux lèvres, en sirotant le cabernet à 120 € que je suis en train de payer. Et soudain, avec une clarté parfaite, je vois la vérité. Ce schéma ne finira jamais. Les crises continueront d'arriver. Les demandes ne s'arrêteront jamais. Les exigences changeront toujours. Je ne suis pas de la famille. Je suis leur banque. Et les banques, je réalise, alors qu'un calme étrange s'installe en moi, ont le pouvoir de saisir. Je quitte le Cypress Room la tête haute, malgré le tremblement de mes mains. Le maître d'hôtel me fait un signe de tête compatissant, alors que je m'approche du comptoir de paiement, ses yeux se dirigeant vers le salon privé d'où les voix de ma famille s'échappent encore. Tout va bien, mademoiselle Collins, demande-t-elle, en affichant déjà les détails de la réservation sur son écran. Parfaitement, dis-je, en forçant le calme dans ma voix. J'aimerais modifier le mode de paiement. Je sors 2 billets de 100 € de mon portefeuille, les faisant glisser sur le comptoir vers le serveur qui est apparu à côté de nous. S'il vous plaît, facturez mon repas et celui de monsieur Harrison Collins sur ma carte. Ma voix baisse pour assurer la confidentialité. L'addition restante, pour 6 personnes, veuillez la remettre directement à madame Eleonora Collins. Les yeux du serveur s'écarquillent légèrement, mais il hoche la tête, glissant l'argent dans la poche de son tablier. Absolument, mademoiselle Collins. Autre chose? C'est tout. Je ressens une étrange légèreté en me tournant vers la sortie. S'il vous plaît, attendez que je sois parti pour remettre l'addition finale. Dehors, l'air de la nuit est électrique sur ma peau. Mon téléphone vibre à plusieurs reprises dans mon sac à main, avant même que j'atteigne ma voiture. 6 appels manqués. Tous d'Eleonora. Je démarre le moteur mais ne pars pas immédiatement. Mes doigts planent sur l'écran, sur le point de mettre les appels en silencieux, quand une notification de texto apparaît. Ce n'est pas de ma mère ou de mes frères, c'est de ma cousine, Alicia. Tu as vu ce qu'il disait de toi dans le groupe de discussion de la famille? Un groupe de discussion de la famille? Je fixe l'écran. Quel groupe de discussion de la famille? Le texto suivant d'Alicia contient des captures d'écran. L'horodatage indique des messages datant de 3 heures avant le dîner de ce soir. Preston, Camille a réservé le salon privé au Cypress Room. Spencer, génial. Elle vient d'avoir cette promotion. C'est le moment de blanchir la prime. J'espère qu'elle prendra le bon steak. Je sens le sang quitter mon visage, mais je me force à continuer de faire défiler. Eleonora, les garçons, soyez gentils. Votre sœur essaie juste. 3 simples points après les c'est juste, qui contiennent en quelque sorte tout le mépris, toute la condescendance que j'ai ressentie pendant des années. Ils avaient planifié ça. Ils avaient coordonné leur attaque, calculé comment en tirer le maximum de profit tout en me faisant me sentir petite. Ma mère. Ma propre mère.
Le téléphone vibre à nouveau. Un message vocal. 7. Maintenant. Je sors du parking du restaurant, conduisant sans réfléchir jusqu'à ce que j'atteigne mon immeuble. Le calme familier de mon modeste studio m'accueille, mais ce soir, il est différent. Pas solitaire, mais paisible. Alors, je me verse un verre de vin et, finalement, j'appuie sur lecture pour le premier message vocal. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? La voix d'Eleonora emplit la pièce, vibrant de rage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ingrate, égoïste. Je supprime le message avant qu'elle ne puisse finir, puis le suivant, et le suivant, chacun plus venimeux que le précédent, pas une seule excuse parmi eux. Quand j'arrive à la fin, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je bloque son numéro. Le silence qui suit semble capital. Presque sacré. J'ouvre mon ordinateur portable et je navigue sur mon site de voyage préféré. 10 minutes plus tard, j'ai réservé un vol pour l'Italie. 10 jours en Toscane, le voyage dont je rêve depuis l'université, mais que j'ai toujours reporté, car les urgences familiales prenaient le dessus. Avec la voix d'Eleonora réduite au silence, mon esprit devient soudainement d'une acuité redoutable. Je sors mes dossiers financiers, les étalant sur la table de ma cuisine. La preuve de mon exploitation, mise à nu, en noir et blanc. 30 000 € de mon plan d'épargne retraite pour l'opération d'urgence de la colonne vertébrale de papa, il y a 3 ans. La même opération que son assurance aurait couverte, s'ils avaient payé leur prime au lieu de faire cette croisière en Alaska. 15 000 € pour des arriérés d'impôts fonciers, sur une maison où je ne vis même pas 10 000 € prêtés ou pour le projet d'entreprise voué à l'échec de Preston, dont il n'a plus jamais parlé. Des milliers de plus pour des réparations de voitures, des factures de services publics, les manuels de Spencer pour des diplômes qu'il n'a jamais terminés. Je fais les calculs 2 fois. Ma retraite a pris 5 ans de retard. 5 ans que je ne récupérerai jamais. Mais la perte financière est dérisoire en comparaison de la manipulation émotionnelle. Les rendez-vous annulés avec Julien, les promotions manquées parce que j'étais trop distraite par les drames familiaux pour me concentrer sur ma carrière, l'anxiété perpétuelle qui accompagnait chaque appel téléphonique, me demandant quelle crise m'attendait cette fois-ci. Le lendemain matin, je suis assise dans le bureau du docteur Annabel Croft, les mains fermement jointes sur mes genoux. Je suis libre, dis-je, les mots semblant étrangers sur ma langue. Alors pourquoi est-ce que je ressens cette culpabilité écrasante, ce vide? Je ne sais pas qui je suis, si je ne suis pas celle qui résout leurs problèmes. Le docteur Croft m'étudie par-dessus ses lunettes. Parce que celle qui résout les problèmes était un rôle que vous jouiez. Il vous donnait un but, mais ce n'était pas vous. Notre travail est de découvrir qui est vraiment Camille. Mon téléphone s'allume avec un texto. Julien. J'ai entendu ce qui s'est passé au restaurant. Ça va? Je souris, appréciant son inquiétude, mais pas encore prête à répondre. Ce soir-là, Spencer lance sa contre-attaque. Une notification par email apparaît sur mon téléphone. Spencer Collins vous a identifié dans une campagne GoFundMe. Famille trahie par une sœur narcissique, lit-on en titre. La description me dépeint comme une méchante qui a abandonné sa famille dans le besoin. Je le signale pour fraude en quelques minutes. À minuit, la page a disparu. Un email anonyme arrive peu après, depuis le compte personnel de Spencer. Tu es un monstre. Tu n'aides pas, et maintenant tu nous sabotes activement? Tu le regretteras. Je le lis 2 fois, attendant que la panique familière s'installe. La culpabilité, le besoin désespéré de tout arranger. Ça ne vient pas. Au lieu de cela, quelque chose se durcit en moi, se clarifie. La menace a l'effet inverse de celui escompté. Elle solidifie ma résolution. Cette nuit-là, je dors sans rêver pour la première fois depuis des années. Pas d'anxiété me réveillant en sursaut à 3 heures du matin. Pas de vérification de mon téléphone pour des appels d'urgence manqués. Juste la paix. Et la certitude que demain, je commencerai à construire une vie qui est vraiment la mienne. 2 jours plus tard, je fixe mon téléphone, faisant défiler la dernière publication Facebook d'Eleonora. Une photo en noir et blanc d'elle, regardant d'un air songeur par une fenêtre, avec la légende, les blessures les plus profondes viennent de ceux que nous aimons le plus. Comment un enfant ingrat peut-il abandonner la famille même qui a tout sacrifié pour lui? La section des commentaires déborde de sympathie. De vieux amis de la famille, des parents éloignés, même mon enseignante de CE2, offrant prière et soutien.
Mon estomac se noue en lisant la réponse de Madame Peterson. Je t'envoie de l'amour, Eleonora. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Je pose mon téléphone et prends une profonde inspiration, la voix du docteur Croft résonnant dans mon esprit. C'est exactement ce dont nous avons discuté. La honte publique comme mécanisme de contrôle. Le téléphone fixe sonne, le seul numéro que je n'ai pas bloqué. 4 sonneries avant que je ne réponde. 3 des amis de ta mère m'ont appelé aujourd'hui, dit Julien sans préambule. Apparemment, je sors avec un monstre qui a abandonné sa pauvre famille. Je suis désolé, je murmure. Ne le sois pas. Je les ai toutes envoyées paître. Sa voix s'adoucit. Comment tiens-tu le coup? Avant que je puisse répondre, ma ligne professionnelle sonne. Je dois y aller, dis-je à Julien. Urgence au travail. Mais ce n'est pas le travail. C'est Marianne de la réception, sa voix tendue par l'inconfort. Camille, ton frère Spencer est dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour te voir. Il dit que c'est une urgence familiale. La glace inonde mes veines. Dis-lui que je suis en réunion. Je le rappellerai plus tard. Je l'ai fait, mais il a dit qu'il attendrait toute la journée s'il le fallait. Je regarde à travers les parois vitrées de mon bureau, vers les ascenseurs. Effectivement, Spencer est nonchalamment appuyé contre le bureau de la réception, un sourire charmant solidement en place, tandis qu'il discute avec l'assistante de Marianne. Mes mains tremblent alors que je rassemble mon ordinateur portable et mes dossiers. Il y a un escalier de service qui mène au parking. Je ne l'ai jamais utilisé avant aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, une enveloppe de couleur crème arrive dans ma boîte aux lettres. Je reconnais immédiatement l'écriture fluide d'Eleonora. Pendant un instant, j'envisage de la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je la porte à l'intérieur, la posant sur le comptoir de la cuisine pendant que je me verse un verre de vin. La lettre fait 5 pages, manuscrite sur le papier à en-tête monogrammée d'Eleonora. Ma très chère fille, commence-t-elle. Après mûre réflexion et plusieurs séances avec mon conseiller spirituel, j'en suis venu à comprendre comment mes propres insécurités profondes ont pu contribuer à notre situation actuelle. Ayant moi-même grandi avec une mère critique, je vois maintenant comment j'ai pu, involontairement, répéter ces schémas. Je lis chaque mot soigneusement choisi, notant comment elle parvient à paraître pleine de remords sans jamais s'excuser pour quoi que ce soit de spécifique. La lettre serpente à travers des souvenirs d'enfance, des réflexions philosophiques sur les relations mère-fille, et de vagues références à la guérison de notre lien. C'est le post-scriptum, ajouté à la hâte avec une encre différente, qui révèle la vérité. PS ton père te manque terriblement, et la facture de l'impôt foncier est due le mois prochain. Je ne déchire pas la lettre. Je ne la froisse pas. Au lieu de cela, je marche calmement jusqu'à mon bureau, je récupère les ciseaux, et je la découpe méthodiquement en carrés précis et minuscules. Les confettis pleuvent dans ma poubelle, une sensation étonnamment satisfaisante. Le lendemain matin, je passe 3 appels. Le premier, à ma banque, pour mettre en place un virement automatique de 500 € par mois sur mon compte de retraite épuisé. Le deuxième, à Rachel, l'une des rares amies qui fait le pont entre mon monde familial et ma vie personnelle. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important, lui dis-je. J'ai besoin que tu acceptes de ne pas discuter de ma famille avec moi. Pas de nouvelles, pas de messages de leur part, pas de tentatives bien intentionnées pour nous réconcilier. Sa pause en dit long. Ils t'ont appelé, n'est-ce pas? Tout le monde sauf papa, je confirme. Considère que c'est fait, dit-elle finalement. Ta famille est désormais un sujet interdit. Le troisième appel est pour m'inscrire à des cours de poterie, quelque chose que j'ai voulu essayer depuis l'université, mais que je n'ai jamais eu le temps de faire, entre les urgences familiales. Ce soir-là, mon téléphone s'allume avec le nom de papa. Je manque de ne pas répondre. Presque. Camille? Sa voix semble plus vieille, fatiguée. Salut, papa. Tu me manques. 3 mots simples qui me transpercent plus profondément que la lettre de 5 pages d'Eleonora. Je ferme les yeux, retenant mes larmes. Tu me manques aussi, papa, mais je ne peux pas revenir, pas tant que tu choisiras de rester là-bas. Nous sommes une famille, Cam. La famille reste soudée, dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce ce qui s'est passé à ton dîner d'anniversaire? Quand maman m'a dit ces choses, est-ce que la famille est restée soudée? Le silence s'étire entre nous. Je peux l'entendre respirer,
le léger sifflement de son poumon gauche qui ne s'est jamais tout à fait remis de la pneumonie, il y a 3 ans. Une autre crise que j'avais gérée, une autre facture d'hôpital que j'avais couverte. J'ai entendu ce qu'elle a dit, admet-il finalement, d'une petite voix. J'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. La vérité flotte entre nous, douloureuse mais nécessaire. Je t'aime, papa, dis-je, et je le pense. Mais je ne serai plus ton sacrifice humain. Après avoir raccroché, je me blottis en boule sur mon canapé, m'accordant exactement 10 minutes pour pleurer. Puis je me lave le visage, je me change, et je sors retrouver Julien pour un café. Le café est animé, le soleil filtrant à travers de grandes fenêtres. Julien me fait signe depuis une table d'angle, 2 tasses déjà prêtes. Pas d'attente romantique, juste le réconfort de quelqu'un qui connaît toute la vérité. Tu as meilleure mine, dit-il, en étudiant mon visage. Moins. Traqué. Je souris, réalisant qu'il a raison. Je me sens plus légère. J'aurais dû en faire plus, dit soudain Julien, les yeux sérieux. Je suis désolé d'être parti au lieu de t'aider à voir ce qui se passait. C'était la solution de facilité. Tu as essayé, je lui rappelle. Je n'étais pas prête à écouter. La date limite pour l'impôt foncier arrive et passe. Je la marque sur mon calendrier d'un petit X rouge, me préparant à l'assaut. Il arrive précisément 3 jours plus tard, lorsque le nom de Preston clignote sur l'écran de mon téléphone. Je réponds, le mettant sur haut-parleur tout en continuant à préparer le dîner. Il pourrait perdre la maison à cause de toi, sa voix tonne dans ma cuisine, familière dans sa colère vertueuse. Je saupoudre de sel le blanc de poulet qui grésille dans ma poêle. Non, ils pourraient perdre la maison parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Il y a une différence. Comment peux-tu être si froide? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Qu'ont-ils fait pour moi, exactement, Preston? Je retourne le poulet, admirant sa croûte dorée. Cite-moi 3 choses. Son bafouillement remplit le silence. C'est bien ce que je pensais, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Au revoir, Preston. Je raccroche, attendant que la vague familière de culpabilité ne me submerge. Elle ne vient pas. Au lieu de cela, j'ouvre mon ordinateur portable et je crée une nouvelle feuille de calcul. Colonne A, date. Colonne B, description de l'urgence. Colonne C, montant. Je commence par le premier retrait important, ma prime initiale à 22 ans, et je progresse méthodiquement. À minuit, j'ai documenté 73 450 € de prêts et de dons sur 8 ans. À côté de cette feuille de calcul, j'ouvre mon calendrier, marquant chaque vacances, rendez-vous, et événement personnel annulé pour des urgences familiales. Le schéma est frappant, indéniable. Pas un seul moment important de ma vie n'est resté intact face à leurs besoins. 2 semaines plus tard, je monte à bord d'un avion pour l'Italie, un voyage dont je rêve depuis l'université. Les photos montrent une femme que je reconnais à peine, souriante sincèrement, les épaules détendues, les yeux clairs. Sur l'une, prise dans un petit café à Florence, je ris, la tête renversée en arrière, complètement présente dans l'instant. Le docteur Croft sourit quand je lui montre les photos pendant notre séance. Voilà à quoi ressemble la liberté, Camille. La saison des fêtes approche. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je décline l'invitation officielle d'Eleonora pour Thanksgiving. À la place, j'organise une petite réunion d'amis dans mon appartement. Pas de drame familial, pas de marche sur des œufs, pas de calcul du coût émotionnel de chaque interaction. 1 an après la confrontation au restaurant, je passe en revue les projections trimestrielles quand mon téléphone vibre avec un texto. Le nom de Spencer apparaît à l'écran. Il faut qu'on parle. C'est à propos de papa. Mon cœur rate un battement, les vieux schémas tentant de se réaffirmer. Appelle immédiatement. Laisse tout tomber. Règle ça. Je pose le téléphone et continue de travailler pendant exactement 30 minutes, terminant ma tâche avant de le reprendre. Le message attend, exigeant une réponse. Mon doigt plane sur l'écran, alors que je prends une décision. 1 semaine plus tard, le café bourdonne d'une énergie matinale. Le sifflement des machines à expresso, le cliquetis des tasses, et les conversations murmurées créent le décor public parfait. J'ai choisi cet endroit délibérément. Un espace ouvert. Des témoins. Aucune chance d'être coincé. Je regarde ma montre,
un modèle pratique en acier inoxydable, rien à voir avec la Hamilton Vintage que j'ai offerte à papa l'année dernière. 2 minutes avant l'arrivée de Spencer. Je sors mon téléphone, j'ouvre l'application d'enregistrement, et j'appuie sur démarrer. L'écran confirme « Enregistrement en cours ». Je le glisse dans mon sac à main, en m'assurant que le microphone n'est pas obstrué. Ça va? Je lève les yeux pour trouver Julien à la table voisine, son ordinateur portable ouvert mais son attention tournée vers moi. Il était arrivé 15 minutes avant moi, s'installant comme s'il n'était qu'un autre travailleur à distance, ayant besoin de caféine et de Wi-Fi. Je vais bien, dis-je, surprise de la véracité de mes paroles. Juste prête à en finir. Julien hoche la tête, puis retourne à son écran, maintenant l'illusion de clients distincts qui ne se connaissent pas. Le poids de sa présence me stabilise. La cloche de la porte tinte. Spencer entre, balayant le café du regard jusqu'à ce qu'il me repère. Il est mieux habillé que d'habitude, une chemise impeccable, un pantalon en toile pressée, l'uniforme de la responsabilité. Il est venu préparer. Moi aussi. Camille. Sa voix porte la note précise d'une inquiétude contrôlée, alors qu'il se glisse sur la chaise en face de moi. Merci de me rencontrer. J'ai 30 minutes, dis-je, en tapotant ma montre. Je dois être de retour au travail pour une conférence téléphonique. La bouche de Spencer se contracte, une contrariété rapidement masquée par une sympathie de façade. Il plonge la main dans son sac et en sort une enveloppe Kraft. J'ai apporté des choses que tu dois voir. Il en extrait plusieurs photographies, les étalant sur la table entre nous comme des cartes à jouer. Papa, l'air mince et pâle, assis dans son fauteuil préféré. Papa, dans ce qui semble être un cabinet médical, les épaules affaissées. Papa, endormi dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras. Une sensation de froid m'envahit. Quand ont-elles été prises? Au cours des derniers mois. Spencer se penche en avant, la voix baissant. Il n'est plus le même depuis que tu nous as abandonnés, Camille. Le mot abandonné a atterri comme une gifle. Il mange à peine, dort à peine. Les médecins disent que sa tension artérielle est dangereusement élevée. Je me force à respirer régulièrement, à étudier les photos avec une distance analytique, plutôt qu'avec la culpabilité paniquée qui monte en moi. Qu'est-ce qui ne va pas, exactement? Sa colonne vertébrale. Spencer secoue la tête tristement. Tu te souviens de cette opération pour laquelle tu as aidé? Il y a des complications. Il a besoin d'une autre intervention. L'insinuation flotte dans l'air, non dite mais claire. C'est de ta faute. Tu es parti, et maintenant papa souffre. La voix du docteur Croft résonne dans ma tête. Remarquez quand ils utilisent votre père comme levier émotionnel. Ils savent qu'il est votre point faible. Je suis désolé d'apprendre qu'il ne va pas bien, dis-je, en gardant ma voix stable. Dans quel hôpital est-il traité? Spencer cligne des yeux. Au County General. Et le nom de son médecin? Dr Wilson. La réponse vient trop vite. Neurochirurgien ou spécialiste en orthopédie? Les yeux de Spencer se plissent. Quelle différence ça fait? Ça fait une différence, parce que j'aimerais parler directement avec son médecin. Je sors mon téléphone. Si tu me donnes les coordonnées du docteur Wilson, je peux appeler tout de suite pour discuter du plan de traitement de papa. Spencer s'agite sur sa chaise. Tu ne peux pas simplement appeler son médecin. Il y a des lois sur la confidentialité. Papa peut l'autoriser. Appelons-le tout de suite et demandons-lui. Il se repose, dit Spencer sèchement. Les médicaments le rendent somnolent. Je prends une gorgée de mon café qui refroidit, profitant de l'instant pour me ressaisir. Les signes de Spencer sont évidents maintenant, le tapotement des doigts, le clignement rapide des yeux quand il invente des détails. Je me soucie de la santé de papa, dis-je avec précaution. Mais je ne serai pas manipulé, Spencer. Son expression s'assombrit. Tu parles exactement comme cette thérapeute à toi. Elle t'a convaincu que ta propre famille te manipule. Il se penche en avant. Quel genre de fille abandonne son père quand il a le plus besoin d'elle? Maman avait raison sur toi. Tu as toujours été égoïste. Les mots font écho à la formulation exacte d'Eleonora, lors d'innombrables disputes. Autrefois, je me serais lancé dans des explications défensives, désespéré de prouver que je n'étais pas la méchante qu'il dépeignait. Plus maintenant.
Je comprends que c'est ton point de vue, dis-je. Spencer me dévisage, attendant les justifications frénétiques habituelles. Quand elles ne viennent pas, la confusion vacille sur son visage. Écoute, dit-il, la voix se durcissant. Ce n'est pas un débat. Soit tu aides pour l'opération de papa, soit tu ne prétends pas te soucier de lui. J'ai proposé de parler directement à son médecin. J'ai proposé d'appeler papa tout de suite. S'il a vraiment besoin d'une autre opération, je veux entendre les détails de la bouche de professionnels de la santé, pas de la tienne. Le visage de Spencer devient rouge. Tu ne me fais pas confiance? Ton propre frère? Je fais confiance aux professionnels de la santé pour expliquer les conditions médicales. Très bien. Il lève les bras au ciel. Appelle papa. Mais maman lui a déjà dit que tu paierais pour tout. Le lapsus flotte dans l'air entre nous. Spencer se fige, réalisant ce qu'il a révélé. Donc papa ne sait pas vraiment que tu me demandes de l'argent, dis-je doucement. La voix de Spencer s'élève. Ne déforme pas mes mots. Papa sait qu'il a besoin d'une opération. Maman essayait juste de lui épargner le stress des soucis financiers. Des têtes se tournent aux tables voisines. Une femme aux cheveux gris jette un coup d'œil, son expression inquiète. Tu as toujours eu la vie facile, Camille, continue Spencer, plus fort maintenant. Ton travail de luxe, ta richesse, pendant que le reste d'entre nous galère. Et maintenant, tu n'aides même pas notre père? Je garde ma voix égale, douce. Spencer, nous sommes dans un lieu public. Gardons cette conversation civile. Civile? Il n'y a rien de civil à abandonner sa famille. Il frappe la table de sa main, faisant trembler nos tasses. Le café devient silencieux. La serveuse s'approche de notre table, son expression professionnelle mais ferme. Monsieur, je dois vous demander de baisser la voix ou de poursuivre cette conversation ailleurs. Spencer se tourne vers elle. C'est une affaire privée. Pas quand elle dérange nos autres clients. La serveuse reste sur ses positions. Dois-je vous demander de partir? Spencer regarde autour de lui, prenant soudain conscience de l'attention qu'il a attirée. Tous les yeux du café le regardent, non pas avec la sympathie qu'il attendait, mais avec désapprobation. Julien se lève et se dirige vers ma table, ne disant rien, se positionnant simplement derrière ma chaise. Mon téléphone sonne avec un texto. Je baisse les yeux pour voir le nom de Julien. Tout va bien? Besoin de renfort? Avant que je puisse répondre, un autre texto arrive de mon bureau. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous nous occupons de ta présentation. Le docteur Croft dit qu'elle peut te voir à 14 heures si nécessaire. Un réseau de soutien m'entoure maintenant, invisible pour Spencer mais assez fort pour me maintenir stable. Je prends mon téléphone et compose le numéro de papa, soutenant le regard de Spencer pendant que ça sonne. Allô? La voix de papa semble alerte, confuse par l'appel inattendu. Papa? C'est moi, Camille. Camille? La surprise illumine son ton. Spencer a dit que tu étais trop occupé pour me parler ces jours-ci. Spencer tend la main vers mon téléphone. Je me détourne, protégeant la connexion. Comment te sens-tu, papa? Spencer m'a montré des photos. Il dit que tu as besoin d'une autre opération. Une opération? Papa a l'air vraiment confus. Non, non, le médecin a juste changé mon médicament pour la tension le mois dernier. Ça marche bien. Pas besoin d'opération. Spencer se lève brusquement, le visage pâle. Je dois y aller. Alors qu'il rassemble ses affaires, je remarque l'écran de son téléphone qui s'allume avec des notifications. Même à l'envers, je peux distinguer le nom d'Eleonora, suivi de « A-t-elle accepté ?» Combien? Papa, dis-je calmement, serait-ce d'accord si je parlais à ton médecin? J'aimerais comprendre ton plan de traitement actuel. Bien sûr, ma chérie. Docteur Martinez. Pas Wilson. Je ne sais pas d'où Spencer a sorti ce nom. Elle est excellente. J'appellerai son cabinet et je leur dirai que tu pourrais les contacter. Spencer se précipite vers la porte, juste au moment où mon téléphone sonne à nouveau, Preston qui appelle. Je le refuse, regardant mon jeune frère fuir le café, déjà en train de presser son propre téléphone contre son oreille. La famille qui semblait autrefois si unie contre moi se fracture sous mes yeux. Papa, dis-je, sentant quelque chose changer en moi. Il y a quelque chose dont nous devons parler.
Le téléphone sonne alors que je trie les rapports d'investissement trimestriels. Le nom d'Harrison clignote à l'écran, et je m'arrête, sentant l'attraction familière de l'obligation. Cela fait 3 semaines depuis l'incident au café avec Spencer. 3 semaines de calme relatif. Papa, je réponds, en gardant ma voix égale. Camille. Sa voix est chaleureuse mais prudente. Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien. Occupé par le travail. Je tapote mon stylo contre le calendrier de bureau, sentant déjà ce qui va arriver. Écoute, j'ai réfléchi. Harrison se racle la gorge. Et si on organisait un dîner de famille la semaine prochaine? Juste pour discuter. Eleonora promet de s'excuser. L'ancienne Camille aurait immédiatement réorganisé son emploi du temps, reconnaissante pour la moindre miette de réconciliation. Mais assise dans mon bureau, entourée de la vie que j'ai construite, je reconnais le piège. Je t'aime, papa, dis-je doucement. Mais je ne peux pas. Des excuses sous pression ne sont pas sincères. Je ne suis pas prête à me remettre dans cette position. Le silence s'étire entre nous. Je peux presque l'entendre se dégonfler. Elle essaie vraiment, Camille. Vraiment? Ou essaie-t-elle juste de ramener les choses à ce qu'elles étaient? Une autre longue pause. Tu me manques. Tu me manques aussi. Mais il ne s'agit pas de punir qui que ce soit. Il s'agit de me protéger. Quand nous raccrochons, la vieille culpabilité refait surface, cette voix lancinante qui me demande si je suis égoïste, si la loyauté familiale devrait primer sur tout le reste. J'ouvre le tiroir de mon bureau, sortant le journal de thérapie que le docteur Croft a suggéré. Sous la culpabilité, j'identifie quelque chose de nouveau. De la résolution. Thanksgiving arrive avec une rafale de publications sur les réseaux sociaux, sur la gratitude et l'unité familiale. L'invitation de la famille Collins reste dans mes emails. Intacte. À la place, je passe la journée avec Julian et son nouveau partenaire, Michael. Nous cuisinons ensemble dans l'appartement de Julian, riant de petits pains brûlés et d'une farce légèrement pas assez cuite. À la liberté, porte un toast Julian, levant son verre avec un sourire entendu. Plus tard dans la soirée, en parcourant Instagram, je vois la photo de famille parfaitement mise en scène d'Eleonora, Harrison, mal à l'aise dans un pull que je n'avais jamais vu auparavant, Preston et Spencer l'encadrant, leur sourire crispé. La légende dit, si triste quand une famille est déchirée par l'égoïsme. Ce qui devrait être ici nous manque. Il y a quelques mois à peine, cela m'aurait plongé dans la culpabilité et la honte. Ce soir, je ressens juste une triste confirmation du complexe de victime de ma mère. Je ferme l'application et je dors profondément. L'appel de Béatrice arrive de nulle part, un mardi matin de décembre. La femme de Preston me contacte rarement directement. Camille? Sa voix est lourde de larmes. Je suis désolé de te déranger, mais je ne savais pas qui d'autre appeler. Je m'éloigne de mon bureau, me déplaçant vers l'intimité de la cage d'escalier. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Preston. Il m'a menti. Ses mots se bousculent entre les sanglots. Il vient d'admettre qu'il a une dette de 10 000 € envers toi, suite à un investissement raté, et maintenant il exige que je vende ma voiture pour couvrir de nouvelles dettes. Il n'arrête pas de te blâmer, de dire que tu l'as coupé des vivres et ruiné ses finances. La révélation ne me surprend pas. Preston avait toujours vécu au-dessus de ses moyens, confiant que quelqu'un, généralement moi, le tirerait d'affaire. Béatrice, dis-je, en gardant ma voix calme et mesurée, je suis vraiment désolé que tu sois dans cette situation, mais c'est entre toi et Preston. Je ne suis pas impliqué. Mais si tu pouvais juste nous aider. Non. Le mot vient facilement maintenant. Je ne peux pas arranger ça pour toi. Preston doit faire face à ses propres choix financiers. Après avoir raccroché, je m'assois sur les marches, digérant. La famille se retourne les uns contre les autres maintenant que leur distributeur automatique est fermé. C'est à la fois une justification et une tristesse mêlée. De retour à mon bureau, un email de Maria, de la direction, attend. Camille, pouvons-nous nous rencontrer pour discuter de l'acquisition de Harrington? Nous envisageons de te confier la direction du projet. L'opportunité est exactement ce vers quoi j'ai travaillé, une promotion majeure, avec des responsabilités importantes, un salaire plus élevé, et des heures plus longues. Ma main plane au-dessus du clavier. Le vieux scénario de Camille se joue dans ma tête. Je ne peux pas. Je dois être disponible pour les urgences.
Ce soir-là, dans le bureau du docteur Croft, je fais les 100 pas près de la fenêtre. « Qu'est-ce qui vous retient ?» demande-t-elle, en me regardant de ce regard pénétrant. J'ai toujours été celle sur qui il pouvait compter. Et si quelqu'un a besoin de moi et que je suis coincé en réunion? Le docteur Croft se penche en avant. De quelle urgence avez-vous réellement peur de manquer? Est-ce celle de votre famille? Ou est-ce la vôtre? La question me stoppe. La mienne? L'urgence de vous sentir nécessaire. D'avoir un but en résolvant les problèmes des autres. La vérité s'installe dans ma poitrine. J'ai bâti mon identité autour du rôle de celle qui arrange tout, de la gestionnaire de crise. Sans ce rôle, qui suis-je? Je pense, dis-je lentement, que j'ai peur de découvrir qui je suis quand je ne suis pas en train de sauver tout le monde. Le lendemain matin, j'envoie un email à Maria, je serais honoré de diriger l'acquisition de Harrington. 3 mois plus tard, je suis debout à un podium, à la conférence annuelle des services financiers, animant une table ronde sur les investissements dans les marchés émergents. Ma voix est stable, confiante. La salle est bondée de leaders de l'industrie, et je ressens un étrange sentiment d'appartenance que je n'ai jamais éprouvé dans ma propre famille. Lors de la réception qui suit, un homme s'approche avec 2 verres de champagne. Une table ronde impressionnante, dit-il, en m'en offrant un. J'ai particulièrement aimé votre point sur les fonds de développement durable. Merci. J'accepte le verre, remarquant ses yeux chaleureux et son sourire facile. Rowan Barnes, se présente-t-il. Partenaire en développement architectural. Camille Collins. Westridge Investment. Notre conversation coule de source, sur le travail, sur les tendances du design dans les quartiers financiers, sur notre amour commun pour l'expresso italien. Pas une seule fois nous ne mentionnons les drames familiaux, les urgences ou les obligations. Ce sont juste 2 professionnels qui se connectent autour d'intérêts mutuels. Quand il me demande ma carte, je ressens un frémissement d'intérêt qui n'a rien à voir avec le besoin de le sauver ou de régler ses problèmes. Il a du succès, il est stable, mon égal. Cette nuit-là, dans mon appartement, je fixe sa carte de visite, réalisant à quel point les choses ont changé. Ma vieille vie s'estompe, remplacée par quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, l'indépendance. Harrison appelle moins fréquemment maintenant, et quand il le fait, les conversations ont changé. « Comment va le travail, Camille ?» demande-t-il, avec un intérêt sincère dans la voix. « Bien. Exigeant, mais bien. Je dirige une acquisition majeure. C'est merveilleux. » Une pause. J'ai commencé à voir quelqu'un. Un thérapeute, je veux dire. L'aveu me surprend. C'est super, papa. Ouais, eh bien, il s'avère que j'ai des choses à régler. Les emails de Spencer ont cessé. Preston est silencieux. Eleonora reste un numéro bloqué. Le silence me semblait autrefois une punition, un vide. Maintenant, il est paisible. Alors que je pose la carte de Rowan sur ma table de chevet, je réalise que je n'attends plus le prochain appel de crise. Je vis simplement ma vie. Et c'est suffisant. Le soleil du soir peint des traînées dorées sur les fenêtres de mon Penthouse. 2 ans après ce dîner d'anniversaire, et parfois, je n'arrive toujours pas à croire que cette vue est la mienne. 40 étages plus haut, la ville s'étend sous moi, une constellation de lumière qui commence à scintiller alors que le crépuscule s'installe. Je parcours du bout des doigts le comptoir en granit, savourant sa fraîcheur lisse contre ma peau. Des photos de ma vie, après l'effondrement de la famille Collins, tapissent les murs, des randonnées dans les collines toscanes, des rires avec des collègues lors de la célébration de ma promotion, des soirées avec de vrais amis qui n'attendent rien d'autre que ma compagnie. Rowan sort de la cuisine, des flûtes de champagne à la main, son sourire facile plissant les coins de ses yeux. À la nouvelle associée, dit-il, en me tendant un verre. Je l'accepte avec un sourire qui semble naturel, sans effort, rien à voir avec les expressions crispées que je fabriquais pour les réunions de famille. Ça ne semble toujours pas réel, parfois. Quelle partie, demande-t-il, en s'appuyant contre le cadre de la fenêtre. La promotion ou la vie? Les 2, j'admets. Tu te souviens de mon ancien studio? Rowan hoche la tête. Nous nous étions rencontrés après que j'ai déjà commencé à reprendre ma vie en main, mais il a vu les photos, l'espace exigu où j'avais vécu, tout en envoyant des milliers à ma famille. Le contraste entre avant et maintenant ne se mesure pas seulement en mètres carrés, il se mesure dans la légèreté que je porte. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Je baisse les yeux,
surprise de voir un appel bloqué avec une notification de message vocal. La technologie a parfois des ratés. Les tentatives occasionnelles d'Eleonora parviennent encore à passer. Je prends le téléphone et je supprime le message vocal sans l'écouter. Ta mère encore, demande Rowan, sans avoir besoin de détails. Probablement. Je hausse les épaules, ajoutant son nouveau numéro à ma liste de blocage. Le geste prend quelques secondes, ne nécessite aucune énergie émotionnelle. Il y a 2 ans, chaque appel aurait déclenché des heures d'anxiété. Rowan lève son verre. À nous. À nous, je fais l'écho, les mots semblant justes. Pas d'obligation familiale ou de loyauté forcée, mais un choix. Nous. Plus tard, blotti sur le canapé avec mon journal, je me retrouve à réfléchir à mon ancienne addiction au besoin de me sentir nécessaire. Le Dr Croft m'avait aidé à voir le schéma, comment je mesurais ma valeur à la quantité que je pouvais donner, à quel point je cherchais désespérément la validation par le sacrifice. La valeur est inhérente, pas gagnée par le soutien financier, j'écris. Ma valeur existe indépendamment de mon utilité pour les autres. Les limites que j'ai construites s'étendent au-delà de la famille. La semaine dernière, j'ai refusé de participer à un dîner de clients, sans inventer d'excuses. Je ne suis pas disponible ce soir-là, a suffi. Le simple pouvoir du non me surprend encore parfois. Mon fonds de retraite, décimé par le retrait de 30 000 € pour l'opération d'Harrison et d'innombrables autres urgences, se reconstitue régulièrement. Chaque virement automatique est un investissement en moi-même, quelque chose que l'ancienne Camille aurait trouvé incroyablement égoïste. Les mots du Dr Croft, de notre dernière séance, résonnent, vous avez fait le travail, Camille. Les outils sont à vous maintenant. Son cadeau de fin de thérapie est posé sur ma bibliothèque, une petite boussole en laiton gravée avec « Trouve ton propre nord ». C'est devenu ma pierre de touche. Demain, Julien et son partenaire viennent dîner. Notre amitié a survécu à la rupture et à ma transformation. Il avait raison sur ma famille depuis le début, mais n'a jamais dit une seule fois « je te l'avais bien dit ». Au lieu de cela, il est devenu partie de la famille que j'ai choisie, qui a remplacé ma famille biologique. Au bureau, j'ai commencé à mentorer une jeune analyste, Emma. Je reconnais immédiatement les signes, les vérifications constantes du téléphone, l'anxiété silencieuse, la façon dont elle s'excusait de prendre des jours personnels. Quand elle a mentionné la liquidation de ses investissements pour aider son frère avec juste un dernier renflouement, je n'ai pas partagé mon histoire. Au lieu de cela, je l'ai mise en contact avec des ressources sur les limites financières et la manipulation émotionnelle. Son email de remerciement disait simplement « Personne n'a jamais compris avant ». Harrison appelle occasionnellement. Sa thérapie individuelle l'a aidé à établir une certaine indépendance vis-à-vis d'Eleonora. Nos conversations sont respectueuses, centrées sur lui et moi, jamais sur ce que je peux fournir. Spencer envoie des textos d'anniversaire. Preston reste distant, toujours incapable de me voir autrement que comme une ressource qu'il a trahie. Eleonora reste inchangée, mais son pouvoir sur moi s'est dissous. Ces manipulations sont transparentes maintenant, presque comiques dans leur prévisibilité. Rowan me rejoint sur le balcon, alors que la nuit tombe complètement. Nous discutons des projets du week-end, des rêves futurs, des conversations, libérées des obligations financières envers les autres. La liberté, ce n'est pas de couper les ponts, dis-je, en regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. C'est d'avoir le choix de fixer les conditions. Sa main trouve la mienne, alors que je supprime un autre message vocal bloqué, avec mon pouce libre. Le champagne capte la dernière lueur dorée, alors que je le lève. À nous, dis-je à nouveau, sachant maintenant que nous ne peut inclure que ceux qui apportent de la valeur à ma vie, pas ceux qui l'en extraient. La ville scintille en contrebas, une mer de possibilités qui s'étend. Pour la première fois, l'avenir ressemble à une route ouverte, plutôt qu'à une boîte confinée. Et je suis enfin, complètement libre de choisir ma propre direction.